Elle s'appelle Déborah Abitbol, elle est avocate, non seulement avocate, pénaliste en plus, et également docteur en droit international en Israël depuis 12 ans. Elle a un parcours assez exceptionnel et c'est son Alia Story, c'est maintenant. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alors Déborah Abitbol, l'histoire est rocambolesque, on va dire ça comme ça, en tout cas pleine de surprises et on est vraiment super content de vous donner la parole aujourd'hui. Ça nous touche, ça nous fait plaisir parce que vous avez vraiment une belle histoire. Merci. Mais de rien. Alors on va essayer de... Ben non, de rien, vous êtes la bienvenue. Alors d'abord, ce qui est épatant, moi je vais commencer par un sujet dont on parle peu, mais vous êtes maman de 6 enfants. Oui. Et Voilà. non mais franchement, vous avez ouvert votre cabinet il y a à peu près 5 ans, c'est ça ? Exactement. Un peu plus. Là, on est vraiment Dans la 6e année. Voilà, on a refait. Voilà. Et vous êtes avocate pénaliste, donc on sait combien il est difficile d'être avocat en Israël, notamment à cause de la langue, mais encore plus dans ce domaine-là. Donc, on a envie d'en savoir plus sur vous, évidemment. Donc, vous êtes venue une première fois lorsque vous aviez 18 ans. Tout à fait. Mais vous n'êtes pas restée. Non. Pourquoi ? Parce que effectivement, je suis partie avec beaucoup de rêves et je pense que j'étais un petit peu désillusionnée. Peut-être l'âge, peut-être le manque de maturité. Et je me suis retrouvée vite... Vous ne trouviez pas vos marques ? Je ne trouvais pas mes marques. Les gens ne vous ressemblaient pas ? C'est ça, c'est que je me suis dit finalement, j'ai d'abord évolué à la Chava, c'était un milieu très français, et j'ai été propulsée Le lycée français de Jérusalem. Exactement. Ouais. Et après, je me suis retrouvée en Mechina, où on avait envie un peu de décompresser après le bac, et là, c'était la course folle au psychométrique, etc., et pas du tout préparée. Et quand j'ai vu effectivement les notes qu'il fallait avoir en Mishpatim, je me suis dit, mais comment je vais rentrer en droit ? Mishpatim, c'est le droit. Voilà, en droit. Vous vous êtes dit, non, je me suis j'y arriverai non. pas. Voilà. Et à cause de la langue. À cause de la langue. Ouais. Essentiellement à cause de la langue, où je me suis dit que ça allait être un peu dur. Et finalement, c'était quand même plus confortable de travailler, enfin, d'étudier dans ma langue. Et là, j'ai fait une demande. J'ai papa-maman. Mais quand même, je suis partie de Nice, donc Israël, mais je me suis dit, non, je vais quand même pas rentrer chez papa-maman. Et je suis partie sur Paris. Et là, c'était aussi extrêmement dur pour pouvoir rentrer dans les belles universités telles qu'Assas et la Sorbonne. Et j'ai envoyé au recteur de l'université en lui disant « Montrez-moi et prouvez-moi qu'Assas n'est pas antisémite. Et que dans ce cas-là, vous serez à même de pouvoir prendre un élève qui a étudié à Tel Aviv. » Et je pense que c'est ça qui a fait tilt. Il m'a dit « Votre lettre m'a interpellée. » Et c'est comme ça que je suis rentrée à Assas pour mes études jusqu'au doctorat. Ok, un doctorat que vous avez obtenu donc dans cette belle université. Et puis, vous avez commencé à travailler en France. Oui. Voilà, exact. Vous aviez un bon job, vous gagnez très bien votre vie. Tout à fait. Ouais. Première collaboration, 5 000 € par mois, que demande le peuple. Ouais, vous étiez donc j'étais bien. Beau bureau, exactement. Vous étiez la reine du pétrole. Tout à fait. J'étais à la Défense et je commençais mes premiers dossiers au pénal, où j'avais des très bons dossiers. Et puis un jour, je me suis regardée comme ça dans cette tour avec ce beau bureau et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Où je vais ? Est-ce que ma vie, elle est tracée ? C'est-à-dire un peu à la Ali McBeal, célibataire à bientôt 30 ans. Une vie, oui, soit matérielle, elle est déjà prévue et elle va être aisée. Mais finalement, il manquait quelque chose. Et puis j'avais, comme je vous disais, 10 ans derrière moi de galoute. Parce que quand on a goûté à Israël, qu'on soit déçu ou pas, on est marqué à vie. Ouais, c'est ça. On a la petite piqûre. On se dit, il y a une autre vie possible ailleurs. Et c'est vrai que ça démange. Vous n'êtes pas la première à la raconter à ce micro. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Et ben alors, qu'est-ce que je fais ? Je refixe une date. Vous décidez de partir. Et je décide de repartir. Et je me rappelle, c'était Olivier Rafovitch qui était encore à l'agent juif à l'époque. Je fixe ma date et je me dis, je pars. Ça y est, je veux pas rester. Sans savoir ce que vous alliez faire. Sans savoir, sans m'être renseignée sur les équivalences, sans rien. Je me dis, je pars. Et là, j'ai un gros stop, surtout de mon père, qui me dit, attends, nous, on a investi dans tes études. C'est 10 ans de loyer à Paris. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de sacrifices de notre part. On ne part pas comme ça. Et tu ne vas pas partir pour encore revenir dans un an, exactement. Foirer ta carrière. C'est ça. Beaucoup d'angoisse de la part des parents. Tout à fait. Et puis, je ne pense pas que tu as été menacée de quoi que ce soit. Tu n'as pas été victime d'antisémitisme. On se met toujours des œillères, on essaie de comprendre. Et là, je me suis dit, bon, moi... Alors, mon père m'a dit, moi, je veux bien que tu partes, mais tu me trouves un travail. Et
pensant certainement que je n'allais rien trouver. Et là, c'est les débuts d'Internet. Je pianote un petit peu, j'envoie mon CV en disant que j'ai pas du tout d'expérience. J'ai juste un barreau parisien. Et que tu ne parles pas l'hébreu. Et que je parle pas l'hébreu du tout. Et un anglais moyen pour les Français qui travaillent qu'en français. Et puis finalement, je trouve un cabinet à Tel Aviv, Weiss Porat, où j'arrive à me présenter en disant que je vais ouvrir les échanges avec les entrepreneurs français, qu'il y a une vraie dynamique d'ouverture. Vous allez quand même bien au culot, quoi. Ouais. Vous avez été au culot pour intégrer la fac en France, au culot pour trouver un job en Israël. Mais ce qui paraît incroyable, c'est que vous n'avez pas d'équivalence, vous n'avez rien, et ils vous prennent. Et ils me prennent. Et ils me prennent comme... Ils sont fous. Ils me prennent comme juriste. Il n'y a pas vraiment de statut, parce que en plus, juriste, le métier de juriste n'est pas reconnu en Israël, mais quelqu'un qui va développer les échanges en étant toujours inscrite au barreau étranger. Et là, je commence en fait, et puis il me laisse en plus la possibilité de faire mon ulpan l'après-midi juridique. Donc tout va bien. Donc vous prouvez à papa que oui, mission accomplie, vous avez trouvé un job. Il vous croit sur parole ou pas? Alors il me croit, mais pas 100%, puisqu'il me dit je vais t'accompagner. On va faire un tout petit voyage d'études avant ta date d'Alia et je veux voir les locaux, je veux voir si tu as été tu vas travailler. Voilà. Ok, donc. Et donc il vient avec moi. Super. Et je lui présente Zev Weiss, qui est un avocat de renom qui travaille beaucoup avec l'Asie. Et il me dit, écoute, c'est parfait. Donc je vois que tu as rempli ta part de contrat. Et puis en partant comme ça dans les couloirs, il me dit, mais... juste par curiosité, combien tu vas gagner? Je dis, il m'a proposé $800. Alors là, je vois la tête de mon père et il me dit, mais quoi, t'étais à 5 000 €? Je dis, oui, mais alors? Il me dit, mais alors là, je te suis pas. Je dis, tu m'as demandé qu'une chose, c'est te garantir un travail. Tu m'as pas demandé de te garantir le salaire. Et comment vous avez fait pour vivre quand même? Parce qu'il faut vivre à Tel Aviv, etc. En fait, devant d'abord, j'avais gagné 5 000 € par mois. Ouais, donc vous aviez économisé. Donc j'avais un petit peu économisé. Okay. Et puis je me suis dit, ça y est, les économies, c'est fait pour ça. Et voilà, j'ai complété de ma poche parce que je voulais vraiment montrer que c'était un vrai départ. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 8 mois à peu près. Ouais. Parce qu'entre-temps, en France, avant de partir, j'ai rencontré mon futur mari. Ok, ça peut aider, d'accord. Voilà. Et là aussi, c'était un truc rocambolesque. Complètement. On se rencontre à la sortie d'un restaurant de sushi rue de Bretagne. Et moi, j'ai ma date. Ça y est. Vous partiez en Israël. Je partais en Israël le 8 février. Et là, coup de foudre. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres mots et d'autres définitions de notre rencontre. On s'appelle la première fois par nos prénoms hébraïques. Moi, Mélanie, je suis passée directement Déborah. Lui, Fabien, il est passé Daniel. Et là, c'est une histoire d'amour incroyable que je souhaite à tout le monde. Oui, moi aussi. On a commencé à parler, etc. Et puis moi, j'étais déterminée. Donc, je me dis, je sais que les épreuves, là, c'est un Yetzirara. Je vais pas rentrer là-dedans. Je vais pas sortir. Je reste pas à Paris. Voilà. Je pars en Israël. Je pars en Israël. Et voilà, notre histoire va débuter, mais elle risque de se finir très rapidement. Et lui partait à Shanghai. Parce qu'il était à HEC. Il était étudiant à HEC. Et il finissait une année de césure, en fait, le stage final pour après... rentrer dans des super postes à Londres ou à Paris en tant que broker. Et là, chacun fait son... Alors, lui, il part à Shanghai, vous partez en Israël, vous passez cette période de stage, etc. Voilà. Mais... comme vous le dites, le coup de foudre, quand ça frappe à la porte, ça frappe à la porte. Il ne vous lâche pas et il vient vous voir en Israël. C'est ça. Et il reste. Il vient pour son anniversaire en me disant, voilà, Déborah, j'ai une surprise, j'arrive dans une semaine. Mes parents, j'ai réussi en fait plus ou moins aussi à les convaincre de venir à Pessar. Donc on va être à Eilat et j'aimerais que tu descendes à Eilat. Là, j'hésite même pas 5 minutes. Ouais. Évidemment, le travail me laisse partir quelques jours. Et là, c'est la rencontre. C'est la rencontre avec la famille, rencontre électrique, voilà, parce que forcément, Daniel a envie de tout quitter, de quitter Shanghai. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Et pour vous rejoindre en Israël, quitte à mettre en péril la fin de ses études, parce qu'il s'en fichait, en fait. Il s'en fichait. Et donc, les parents vous prennent pour deux fous. Deux fous, c'est vraiment le cas de le dire. Mais deux fous qui ont quand même une certaine rationalité, qui ont des projets. Mais effectivement, il y avait quand même des parcours. Et puis, je reconnais aussi que les parents de Daniel pouvaient être relativement inquiets parce que c'est lui qui devait subvenir aux besoins d'une future famille. Donc, pourquoi ne pas le laisser finir, etc. Mais Daniel était déterminé. Et puis, je pense qu'il a eu aussi cette révélation spirituelle
en arrivant en Israël, où il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais à Shanghai, dans un Beit Ravad, alors que c'est ici ma vie, je vais la reconstruire ici. Et donc là, ça a été aussi un clash et une vraie... Donc il y a plusieurs clashs. Il y a le clash, j'arrête, je laisse tomber HEC, le clash, je vais me marier avec une jeune fille que vous ne connaissez pas, que j'ai rencontrée dans la rue, et le clash, je rentre en yeshiva. Je rentre en yeshiva. Donc je deviens spirituelle, je veux me reconnecter avec mon judaïsme. Et là, ça faisait beaucoup, beaucoup pour les parents. Complètement. Vous êtes fâchés ? Oui, il y a eu des périodes, périodes un peu dures. Ouais. Mais je comprends aussi, et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, je le comprends davantage parce que je suis maman. Et c'est sûr, on projette toujours des choses pour ses enfants, sur ses enfants. Complètement. Alors, malgré tout, avec votre petit côté israélien avant l'heure, vous allez plaider la cause de votre chère et tante pour qu'il puisse finir en Israël ses études d'HEC. Tout à fait. En fait, il y avait eu beaucoup de jeunes diplômés d'HEC qui avaient fait cette demande, et le département international d'HEC a dit stop. On ne veut plus d'échanges avec Israël. Et nous, on est arrivés avec Daniel à cette période. Et je lui ai dit, mais Daniel, il faut que tu finisses ton diplôme pour le respect de tes parents, pour le respect de ton père. Bien sûr. Et on a fait un peu quelque chose aussi de rocambolesque. C'était d'écrire une lettre au directeur donc du département international qui était d'origine musulmane. Et donc on s'est dit, il va falloir trouver une parade, parce que de dire on veut s'installer en Israël, ça passait pas du tout à l'époque. Et donc de dire qu'on voulait s'ouvrir sur les pays arabes, Dubaï, la Jordanie, le Liban, et qu'il y avait des échanges internationaux. Ce qui est vrai. Extraordinaire à faire, et que tout était à faire. Donc lui, il voulait être, depuis Tel Aviv, pouvoir commencer à développer ces échanges. Et là, banco, on réouvre par un miracle incroyable, la session département international, et on permet à Daniel, qui a été le seul de la promo, à pouvoir finir à l'université Tel Aviv à Rekanati. Incroyable. Voilà, les choses commencent à s'enchaîner, et puis vous, 800 €, c'est sympa, mais vous avez envie de rentrer dans le milieu aussi israélien, et vous commencez, après, on va dire, 2 ans, pendant lesquels vous faites des enfants. Oui. C'est important aussi, ça fait partie de la vie. Vous commencez vos équivalences. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Daniel est en yeshiva, et puis moi, je me cherche un petit peu aussi. C'est-à-dire que j'ai eu aussi ce parcours un peu du combattant à Jérusalem, où tout est un peu dans l'extrême. Où est-ce qu'on devient Haredi version bête vegan, ou alors est-ce qu'on est complètement chilo et on n'a plus rien à faire à Jérusalem. Et j'ai ni choisi l'une des voies, ni l'autre. C'est-à-dire que j'ai voulu en recherche spirituelle, vous aussi. Exactement. Ouais. Mais je me suis dit que Jérusalem, c'était une ville ouverte pour tout le monde. On n'était pas obligé d'être extrémiste, et qu'on pouvait parfaitement vivre son judaïsme et sa quête spirituelle en étant aussi traditionnaliste. Donc c'était ça que j'ai essayé de rééquilibrer, et au sein de mon couple aussi, parce que quand il y en a un qui part dans l'extrême, il faut aussi avoir l'intelligence de se retrouver, de se faire aider à un moment où il y a trop d'extrêmes, et puis surtout ce qui provoque justement des ruptures avec les familles. Bien sûr. C'est bien au début, on s'affirme parce qu'on n'a pas fait sa crise d'adolescence, mais à un moment, voilà, c'est ça, c'est qu'on prend ce recul et on a envie d'apaiser. Alors, vous restez à Jérusalem, vous trouvez plus ou moins votre place, et puis pendant ces années-là, vous passez vos équivalences. Alors, vous avez mis un peu de temps parce que vous étiez enceinte à chaque fois. Exactement. Mais j'ai envie de vous dire, Cathy, qu'ici, c'est quelque chose de tellement naturel dans les ministères. Il y a toujours un roulement, on a toujours un Mazal Tov qui arrive sur un mail, etc. Parce qu'il y a à peu près, sur les 50 employés dans des ministères, entre 50 et 80, il y a toujours 10 femmes enceintes. Ouais. Et on le sait, tout à fait. C'est magique. Donc, effectivement, je passe mes grossesses, il n'y a aucun problème. À chaque fois que je ressors, je reviens, et je fais mon stage comme ça, en dents de scie, au ministère, où j'ai été acceptée de façon... Alors, oui, parce que là, vous nous avez grillé les étapes, mais après vos équivalences, vous avez besoin d'un stage, et vous tapez toute seule, sans connaître personne, sans piston, sans avoir un super hébreu, à la porte du ministère de la Justice. Vous allez vous pointer un beau matin, et vous leur dites, vous avez besoin de moi. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis arrivée avec mon CV, j'ai dit je veux rencontrer un responsable des ressources humaines. Je rencontre 2 avocats, sans rendez-vous ni rien. Et ils me disent, mais vous savez qu'il y a une liste d'attente. C'est-à-dire qu'on prend d'abord en priorité les gens de l'université ivrite de Jérusalem et hébraïque. Et j'ai dit, mais écoutez, si je viens aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il va y avoir un besoin. Un peu comme une prémonition, je savais qu'il y avait un département international, et j'ai dit aujourd'hui, avec l'ALIA exponentielle française, vous allez avoir besoin d'un avocat français pour comprendre les dossiers qui arrivent, pour comprendre les extraditions qui vont
se développer malheureusement parce qu'on était dans le cadre et dans le développement d'échanges internationaux au niveau pénal. Et là, j'ai dit, vous allez avoir besoin de moi. Et ça leur a plu, je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez même pas déposé un CV? J'ai même pas déposé un CV. Et je suis rentrée, on m'a créé une place. Je me rappelle au début, avant qu'ils arrivent à me trouver un bureau, j'étais sur un autre bureau avec un stagiaire. C'est incroyable. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Combien de temps vous êtes restée? Je suis restée 2 ans. Ouais. J'ai fini mon stage, Ça devait être génial. C'était génial. Génial. Et vous avez découvert la société israélienne? J'ai découvert exactement de l'intérieur de la société israélienne. Et vous l'avez adoré? J'ai adoré parce qu'il y a une vraie cohésion, il y a une vraie entente. Les gens qui ont fait l'armée surtout travaillent vraiment de façon en binôme. Sur les dossiers, il n'y a personne qui essaie de se doubler. Les avocats travaillent ensemble, font des réunions ensemble. Les stagiaires sont extrêmement considérés. Donc j'ai beaucoup aimé cette approche du travail en équipe. Et puis je suis restée freelancer du ministère de la Saône-et-Goria, ce qui est en fait un peu l'équivalent de l'aide juridictionnelle française, mais extrêmement structurée à l'américaine, où les gens qui n'ont pas d'argent viennent et ont évidemment le droit à être défendu, surtout au niveau du droit pénal. Donc, il vous refile certains dossiers. Exactement, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est comme ça que vous avez commencé, que vous avez pu créer votre cabinet. Tout à fait. Donc, vous vous êtes lancé. Alors, ce qui est génial, c'est que non seulement ce cabinet, vous l'avez créé, mais vous l'avez aussi créé avec votre mari, qui dirige le cabinet. Exactement. Donc, c'est encore une affaire... C'est une affaire de famille. Ouais, mais c'est bien. C'est ça, c'est qu'on sent. D'ailleurs, tout le monde nous dit, mais comment c'est possible? Vous travaillez ensemble, mais nous, on ne peut pas ne pas travailler ensemble. Dès l'instant où chacun connaît sa place et qu'on prend les décisions ensemble, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est quelque chose qui fait de la cohésion aussi au sein d'un cabinet, un couple. Bien sûr. Ça donne une force. Et puis, lui s'occupe du côté administratif. Moi, j'ai une équipe avec 2 avocats, 2 juristes, des juristes français, généralement un roulement de 3-4 stagiaires. C'est très important, les stagiaires. C'est important, vous tendez la main à votre tour, vous qui avez été aidé, à qui on a donné la chance. Vous donnez aussi la chance à des francophones qui arrivent. Exactement. Il y a cette espèce de gratitude naturelle. D'ailleurs, on a été meilleur entrepreneur pour le programme Massa auprès de l'agent juive, parce que je sais que c'est un tremplin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer comme ça, nager en pleine mer, des stagiaires français, des gens qui ont fait juriste plusieurs années dans des banques, etc. D'abord, ils sont un petit peu perdus. Ils veulent faire leurs équivalences, mais des fois, on leur demande de repartir de zéro. Et ils ont besoin quand même d'avoir une structure de travail pour pouvoir gagner un minimum d'argent, être indépendant. Et puis comprendre comment ça marche aussi. Exactement. Donc, ils se retrouvent en fait un peu dans un petit pari à l'intérieur de Jérusalem, où on a les locaux à la française, on a essayé de trouver vraiment quelque chose qui était adapté, et pour notre clientèle française extrêmement exigeante, qui veut un travail dans les 2 langues, et en même temps pour pouvoir permettre de donner encore cette confiance aux stagiaires français ou aux juristes qui arrivent, qui recommencent à zéro. Dire que oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est-à-dire que même si vous parlez que français, oui, c'est possible. On a eu au cabinet des personnes qui ne parlaient que français, et dont la présence était indispensable parce que... Il y avait un savoir-faire. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est top. Bon, alors, on sait qu'avocat à pénal, vous devez traiter des dossiers assez lourds, notamment des dossiers d'extradition. Et on a peu des cabinets francophones qui font ce genre de choses. Pourtant, c'est votre spécialité. Vous auriez imaginé, il y a, je sais pas moi, une dizaine d'années, que vous en seriez là aujourd'hui? Non, vraiment pas. Et je vais vous dire pourquoi, Cathy, parce que la première fois que je suis rentrée au ministère, quand j'ai fini mon stage et que je suis devenue freelancer, il m'a dit, mon responsable, mon Mémouné, il m'a dit, bon, regarde, comme tu sais pas où aller, etc., il y a l'espèce de petite salle où on met les balais, t'enlèves tout, et puis là-bas, tu peux te mettre un bureau. Bon, et ça faisait, vraiment sans mentir, peut-être 2 mètres carrés. 2 mètres carrés, c'était un petit cagibi où ils mettaient les seaux, etc. Et j'ai dit à Daniel, est-ce que tu peux venir me poser la mezouza dans mon bureau? Quand il est arrivé, alors qu'il a connu mon bureau à Paris de 5 mètres avec 10 cm d'épaisseur de verre, il m'a dit, mais attends Déborah, t'es en train de te moquer de moi, c'est pas ton bureau ça. Je dis, mais si, regarde, j'ai un bureau. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'autres yeux en Israël. Si on a cette humilité de revenir et de commencer à zéro, les portes, elles s'ouvrent. Et après, oui, c'est-à-dire que
pour répondre à votre question, je pensais pas que ça allait m'arriver parce qu'en fait, chaque petite chose qui m'arrivait, pour moi, c'était déjà exceptionnel. Je voyais plus le bureau que j'ai laissé à la Défense, etc., le faste et les paillettes. Je regardais ce petit bureau de 2 mètres carrés en me disant, mais ça y est, je viens de mettre la première pierre à l'édifice. Et Daniel m'a dit, mais je peux pas te croire que tu vas travailler dans un KGB. J'ai dit, mais non, c'est mon bureau. Mais tu verras. Combien de temps ça a duré, ce petit bureau ? Ça a duré exactement 8 mois aussi, je pense. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une grossesse. 8-9 mois, c'est ça qui est incroyable. Ouais. Et après, on a pris d'autres bureaux. Les choses se sont enclenchées petit à petit. Voilà, on a pris des bureaux dans un grand cabinet d'avocats. Et après, là, il y a 5 ans, on a eu nos propres bureaux avec plusieurs postes. Alors, comment vous faites, et ça, ce sera une de mes dernières questions, pour mener de front famille, parce que vous êtes quand même une jeune maman, vous avez des enfants entre, je crois, 2 ans et 12 ans, 6 enfants, pour mener tout ça de front, avoir la charge d'un cabinet, vous faites comment ? J'ai envie de dire que c'est eux qui ouvrent d'abord la Parnassa, ça c'est clair. C'est-à-dire que les choses, en fait, elles se font. Dès l'instant où nous, on a concrètement, au quotidien. Concrètement, on sort à 3h, par exemple. Alors après, advienne que pourra. Alors, je sais pas pourquoi, les audiences, elles vont être fixées le matin. Et une audience va s'annuler l'après-midi sans que j'ai besoin de faire une programmation complètement difficile avec mon mari. Donc les choses se font, les choses s'organisent autour de cette volonté qu'on a de se dire, on sort à 3h. Mais vous reprenez le soir. Et je reprends le soir, évidemment. Mais à 3h, mes enfants, je vais les chercher à l'école. Je suis avec eux jusqu'à, on va dire, 7h. C'est sûr qu'ils vont au lit très tôt. Tout le monde est bien géré. Mais on est avec eux. On n'a pas eu besoin de faire de sacrifices au niveau familial. Et ça marche. Ça marche. On fait confiance à nos employés au travail. Il y a un suivi jusqu'à 7h au cabinet. Et j'ai envie de dire que ça marche comme ça très bien. Bien fait. Bon, écoutez, on vous souhaite de continuer de réussir, de vous épanouir, voilà, de profiter d'Israël. Vous avez l'air tellement contente d'être là. Ça fait plaisir. Ouais, voilà. Et de continuer d'aider les francophones qui en ont besoin. J'imagine que vous ne devez pas chômer. On fera peut-être une autre émission sur plus axée sur votre travail. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cathy. À bientôt. Bonne continuation. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.